Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. On va continuer avec quelques petites house rules pour mon petit projet concernant des 5e édition. Donc ce coup-ci, on va s'intéresser à des house rules qui ne concernent pas spécifiquement les combats. Bon, j'ajoute que c'est un premier jet qui sera peut-être remanié, retouché, avec des ajouts, avec des suppressions. Alors, la première de ces house rules, ça va concerner les pré-tirés que je proposerai. Tout simplement sur la méthode de création, je vais tirer pour chacun des personnages 7 fois 4d6 en écartant le plus mauvais des 4d et que je répartirai après, comme bon me semble, parmi les 6 caractéristiques. Deuxième house rules, cette fois-ci ça concerne les points de vie. Donc toujours pour la même raison, moi j'aime bien les aventures à bas niveau quand le jeu est encore pas trop alourdi par des mécaniques trop compliquées, trop de dons, etc. qui ont tendance un peu à ralentir le truc. Malheureusement, si on s'en tient au tirage des points de vie tel qu'il est proposé dans les règles, bah, on est un petit peu obligé de sous-jouer les premiers niveaux parce que le moindre coup d'épée longue peut être fatal pour un personnage. Donc quasiment systématiquement maintenant sur ce genre de jeu à niveau, j'aménage, on va dire, la répartition des points de vie. Donc voilà comment ça va se passer. Chaque personnage, quelle que soit sa classe, démarrera avec 2 fois son score de constitution, plus le maximum de son dé de vie. Prenons le cas d'un clerc avec un dé de vie de 8, un clerc qui aurait 10 en constitution. Il va démarrer avec donc 8 plus 2 fois 10, 20, 28 plus 1 par niveau, donc 29. Et ensuite, à chaque montée de niveau, il prendra le niveau en points de vie supplémentaires jusqu'à la concurrence de son maximum de dés de vie. Reprenons le même exemple. Au niveau 2, le clerc gagnera à nouveau 2 points de vie et passera de 29 à 31. Et en fait, jusqu'au niveau 8, où il gagnera 8 points de vie. À partir du niveau 8, au 9 et au 10e niveau, parce que ça s'arrête, l'ajout des points de vie s'arrête au 10e niveau. Au 9e et au 10e niveau, il gagnera encore 8 points de vie à chaque fois, mais ça s'arrêtera là. Voilà, house rule suivante, ça va concerner les dégâts des projectiles. Les projectiles, c'est un peu trop light à mon goût. Moi, je pense qu'un personnage qui prend des flèches, etc., là, il faudrait le larder de flèches pour que le gars risque sa vie. Bon, ça me semble pas très intéressant, du coup, les armes de jet. Donc, moi, j'applique la règle suivante. C'est 2 fois les dégâts normaux, plus le dégât max. Prenons l'exemple d'une flèche qui fait 1d6. Eh ben, dans mes parties, les flèches font 2d6 plus 6. Etc. Une arbalète à 1d8, un gros carreau d'arbalète à 1d8 fera donc 2d8 plus 8. Les armes à deux mains, bon ça c'est un grand classique depuis Pathfinder, on peut utiliser 1,5 fois son bonus de force. Le second souffle, cette habilité, on pourra l'utiliser qu'une fois par jour. Et de toute façon, ça découle d'une autre house rules que je vais appliquer, c'est que moi je supprime complètement les repos courts. Alors il faut que je me replonge un peu plus encore dans le corpus de règles, voir s'il n'y a pas quand même quelques dons que je permettrais de faire un repos court que pour ces dons-là, où je permettrai aux joueurs à passer une période de jeu dans la même journée de réutiliser. Mais je pense pas. Je pense que je vais tout simplement supprimer tous les repos courts qui, encore une fois, donnent un côté trop jeu vidéo à mon goût. Et puis, par rapport à la vidéo précédente, j'ai un petit peu avancé sur cette histoire de conditions, blessé, vous savez, quand on perd des points de vie. Donc, dès qu'on franchit la moitié de ses points de vie maximum, on tombe dans le premier état, qui est blessé, qui va vous octroyer un malus de -1 sur vos jets de dés. Ensuite, quand on franchit un quart, on repère un quart de ses points de vie, et ben là, on est ensanglanté. Et puis enfin, le dernier état là, et alors ensanglanté, on doit faire un jet de constitution
une sauvegarde de constitution avec un degré de difficulté de 12. Si jamais on le rate, on prend un niveau d'épuisement. On a également, même si on le réussit, un malus de -2 et on ne peut plus appliquer que la moitié de son bonus de force ou de dex sur les dégâts. Et enfin, le dernier état, c'est mourant. Dans ce cas présent, on a un jet de sauvegarde à 15, ou alors on perd 2 niveaux d'épuisement. Le malus passe à -4 et on n'a pas de bonus aux dégâts. L'état mourant, donc la première moitié des points de vie, tant qu'on est dedans, on est normal. Ensuite, le quart d'après, on est blessé. Ensuite, le quart d'après, mais en fait, ça va être selon les points de vie un peu moins que le quart, puisque la condition, en fait, la dernière condition, la condition de mourant, c'est quand on est entre 2 points de vie et 0. Donc vraiment mourant, c'est très rare, hein. Le cas de figure va très peu arriver. On va le plus souvent avoir des personnages blessés avec un simple malus de -1 ou des personnages ensanglantés, c'est-à-dire qui sont dans le dernier quart de leur point de vie, enfin entre 2 points de vie et le dernier quart de leur point de vie. Voilà, c'est ce petit complément de règles. Encore une fois, ça sera certainement amené à évoluer, à bouger. Pour l'instant, voilà, je me replonge dans ce corpus. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de partie de D5. Et au fur et à mesure de mes lectures, comme ça, je prends des notes et puis je coche les options que j'ai envie de voir. Alors ça peut paraître un peu arbitraire. Moi, c'est juste pour essayer de rehausser un peu le fun des parties. Parce que voilà, moi, j'avais déjà fait une vidéo à ce propos. L'édition numéro 5, elle a certes des qualités. Moi, je trouve qu'elle manque quand même cruellement de chien, on va dire. Je suis pas loin de penser que des éditions que je connais, c'est-à-dire la première, la boîte expert, etc., l'Advanced, la 3, la 3.5, la 4, à laquelle j'ai pas eu l'occasion de faire de partie, mais j'avais acheté le triptyque de base, voire même quelques autres livres pour lire un petit peu. Alors j'ai pas joué à la 4, qui a été pourtant si décriée, j'aurais aimé tester, j'espère avoir l'occasion de le faire un jour, mais sinon de toutes les autres, et en comptant la 5e, donc la 5e est celle qui me paraît la plus fade, même si je concède que au prix de ce côté un peu lissé, il amène quand même une facilité, notamment, je pense que c'est pas un hasard au-delà de la grosse opération marketing aux US qui a été faite autour de la 5e. Je pense aussi qu'ils sont parvenus à élargir la base de joueurs et à faire entrer dans le cercle des rôlistes des gens qui n'y seraient peut-être pas entrés sur des jeux plus complexes, justement avec un jeu au corpus de règles très resserré, qui permet de voilà, parce que nous on n'a plus le recul quand on est un rôliste vétéran. On a testé plein de systèmes, on est habitué même à cette gymnastique de tester des systèmes, etc. Mais pour quelqu'un qui a jamais fait de jeu de rôle, c'est déjà complexe. Quelque chose comme Donjons et Dragons, même si les joueurs vétérans se plaignent qu'il n'y a pas assez d'options pour builder les joueurs, les trucs sont un peu trop streamlinés, trop lissés, etc. Bon, voilà. Après, je pense aussi que mon analyse de dire que cette itération de la 5e, elle manque un peu d'âme, de chien, d'âme, de côté vraiment. C'est peut-être aussi qu'ils sont partis il n'y a pas encore vraiment. Il y a eu Eberron, quelques-uns. Ils n'ont pas encore sorti le setting alors le setting par défaut, c'est le monde de Faerûn, les royaumes oubliés, mais il n'y a pas eu de bouquin spécifiquement là-dessus, si ce n'est le très très moyen aventurier de la Côte des Épées, qui est vraiment très light, hein, pour un bouquin de setting. Je considère même pas que c'est un bouquin de setting, en fait, parce que ça parle que de la région de la Côte des Épées, et puis c'est un tout petit ouvrage, il y a très peu de pages, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, et je pense que c'est peut-être ça qui manquait à la 5e pour qu'elle ait vraiment du chien, etc. Encore une fois, je vous dis ça, et j'ai pas vraiment eu l'occasion jusqu'à maintenant de jouer les campagnes qui sont proposées.
Donc peut-être que aussi de pratiquer les campagnes proposées, ils arrivent dans les campagnes à inclure des éléments d'univers. Je crois que c'est le cas avec Valbyz, Icewind Dale, je crois que c'est le cas avec Dragon Age, l'héritage des dragons, le casque du dragon, pardon. Donc voilà, donc à voir. Mais a priori, comme ça, moi, pour avoir quand même fait jouer quelques scénars plus une petite campagne perso, j'ai trouvé que cette édition, elle était un peu fan en fait, qu'on était un peu tout le temps dans la répétition. Par exemple, c'est vrai qu'on jouait à bas niveau, on a eu des persos jusqu'au niveau 4, je crois. Par exemple, vous avez le barbare qui fait systématiquement la même manœuvre de rentrer en rage, machin. Enfin, c'est un peu, voilà, ça demande... finalement, ça demande peut-être plus de bouteilles pour arriver à en faire un truc vraiment prenant qu'une édition qui va être un peu moins facile d'accès, mais qui va, de par le choix des mécaniques, directement proposer autre chose, quelque chose de plus sérieux, sérieux dans le sens fun, etc., bien sûr. Voilà, enfin bon, là c'est un autre débat. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.